Très souvent, cette définition fait référence surtout au fait de remplacer le pétrole comme source de matière première pour produire des substances chimiques par des ressources végétales. Donc remplacer le carbone non renouvelable par du carbone renouvelable. Ainsi que, je fais toujours référence à la définition, à l'intensification des processus ou parfois la restauration environnementale. Le paradoxe est lié au fait que la composante toxicité des substances chimiques, le fait de remplacer des substances qui sont sur le marché et qui sont identifiées comme étant dangereuses par d'autres qui sont moins dangereuses, est très peu présente, voire quasi absente, dans la recherche et l'innovation française. Et quand je dis recherche et innovation, je parle de pôle de compétitivité, des instituts Carnot, de l'orientation donnée aux investissements d'avenir, même de l'ANR, même si cette année, ça a changé légèrement et il y a des références à REACH et au fait de trouver des substituts aux substances dangereuses. Et à nouveau, le paradoxe est lié au fait que la pression à la fois associée aux controverses, la plupart des controverses environnementales liées aux risques chimiques aujourd'hui visent la toxicité des substances qui sont sur le marché. Et la réglementation européenne, REACH notamment, pousse vers la substitution donc, des substances qui sont déjà identifiées comme étant dangereuses. Donc d'une part, une définition qui ne prend pas de la chimie verte, de la chimie durable, qui ne prend quasiment pas en compte ou qui aborde quasiment pas l'aspect toxicité des substances, et d'autre part, une pression sociale et une pression politique qui pousse vers la prise en compte de la toxicité. D'où cette idée de paradoxe. La question qu'on peut se poser donc très facilement, mais pourquoi par exemple, suite dans ce processus de mise en œuvre de REACH, en réponse aux controverses autour des risques chimiques, pourquoi il n'y a pas un investissement massif de la recherche publique, mais aussi de la recherche privée, de l'industrie, pour aborder la question de la toxicité. Et pour expliquer, donner quelques éléments d'explication pour ce paradoxe, je vous propose de regarder trois niveaux concentriques. Le premier serait au centre donc la dynamique sociologique de la communauté de recherche, pas seulement des chimistes mais aussi de la toxicologie et plus largement des sciences de l'environnement. Un deuxième niveau qui serait lié, dans lequel le premier est inclus, c'est celui des relations entre la communauté de recherche et les politiques, la société civile et les industriels. Et un troisième niveau qui est celui de la dynamique des systèmes économiques et sociaux et leur interaction au niveau national et international. Pour aborder le premier niveau, donc celui de la dynamique interne de la communauté de recherche, je m'appuie dans tout ce que je vais dire aujourd'hui sur quelques entretiens qu'on a fait l'année dernière avec des chercheurs en chimie qui s'affichent comme des travaillant en chimie verte ou durable. Et sur une analyse de littérature. Alors, pour ce premier niveau, il est forcé de constater que la première définition française de la chimie verte a été celle de la chimie du végétal. On appelait la chimie verte donc la chimie biosourcée. C'est des frontières sémantiques qui commencent à changer. Par exemple, en 2010, le ministère de l'écologie faisait, pour définir ce que c'est la chimie durable, faisait référence à la fois à la chimie du carbone renouvelable, à l'usage des biotechnologies blanches, à la gestion de l'énergie, aux matériaux et nanomatériaux et au recyclage. Mais à nouveau, l'aspect toxicité n'y était pas. Et si on prend par exemple les titres des
conférence internationale autour de la chimie verte en 2013. Le premier congrès en chimie verte était intitulé « Catalyse appliquée à la biomasse », donc pas d'aspect de toxicité. Deuxième, qui a eu lieu en mai, carbone renouvelable et éco-efficacité des processus. Donc à nouveau, pas d'aspect de toxicité. C'est intéressant de constater, en interagissant avec des chimistes, que le terme chimie durable, chimie verte, évoque déjà des choses différentes pour chacun, mais ne fait pas référence forcément, comme aux États-Unis par exemple, à un changement majeur dans les pratiques de recherche, dans les activités de recherche et d'innovation. Pour beaucoup, ce n'est qu'une continuation de ce qui a été fait avant, avec une idée forte que depuis toujours, les chimistes ont essayé de minimiser les impacts sur l'environnement et sur la santé de leur activité. Pour certains, on utilise chimie verte ou chimie durable en fonction de l'audience. Donc on parle par exemple de catalyse lorsqu'on parle avec des collègues, ou de chimie durable ou chimie verte lorsqu'on doit répondre à des projets de recherche ou à des appels à projets qui sont focalisés sur la chimie durable. Et enfin, pour une minorité, il s'agit d'une mode qui va quelque chose de passager qui va finir par disparaître. La définition chimie verte comme étant la chimie du végétal est liée en grande mesure à l'investissement majeur de l'INRA dans ce domaine. Les premiers qui ont compris l'intérêt du concept chimie verte qui émergeait, c'était les responsables de l'INRA, ce qui a fait rapprocher les communautés d'agronomes, de chercheurs en agronomie, avec les communautés de chimistes. Et donc les premières recherches, les premières communications publiques proposaient donc cette définition chimie verte, chimie du carbone renouvelable. Et pour comprendre aussi pourquoi ce paradoxe, il faut aussi comprendre que les collaborations interdisciplinaires qui sont absolument nécessaires pour une définition plus élargie de la chimie verte, donc celle qui inclut la toxicité, sont difficiles entre la communauté des chercheurs en sciences de l'environnement et plus particulièrement des toxicologues ou écotoxicologues et la communauté des chimistes. Les collaborations interdisciplinaires ne sont pas habituelles. Ces deux communautés n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et travaillent selon des paradigmes différents qui rendent encore plus compliqué donc l'inclusion de l'aspect toxicité. À cela, toujours lié à la dynamique interne de la communauté de recherche, se rajoute des investissements historiques de la France, de l'État français dans la toxicologie. Un nombre, cela a été dit et redit dans plusieurs rapports depuis plusieurs années. Il y a peu de toxicologues en France, et même en parlant avec des chimistes qui souhaitaient travailler avec des toxicologues, on me dit on ne les trouve pas, on a du mal. Enfin, en ce qui concerne les outils, puisque par exemple pour inclure la toxicité en amont, dès l'étape de synthèse de choix des molécules qui vont être développées, on a besoin d'outils prédictifs et le niveau des connaissances sur les outils prédictifs est en cours. Il est encore assez réduit. C'est un domaine qui est en cours de développement, mais qui ne répond pas encore assez aux besoins des chimistes. Alors, pour aller au deuxième niveau, je fais attention au temps. Pour aller au deuxième niveau, celui des interactions entre la communauté de recherche et les politiques, la société civile et les industriels. Le modèle de la recherche et de l'innovation aujourd'hui, en France, comme d'ailleurs dans tout ce qu'on appelle les économies basées sur la connaissance ou les sociétés basées sur la connaissance, le modèle donc est celui inspiré par la théorie de la triple hélice, qui dit que dans l'innovation, il y a trois acteurs principaux. C'est les chercheurs, l'industrie et l'État. Le rôle de l'État, c'est d'abord de fournir un cadre stable pour l'activité économique et de
appuyer financièrement les collaborations entre l'industrie et la communauté académique. Ce modèle propose aussi un rôle accru de la communauté académique dans les activités économiques et un investissement de la communauté industrielle, donc des industriels, dans les activités d'enseignement et dans l'activité académique elle-même. Les chaires industrielles, c'est un exemple de la mise en œuvre de cette théorie. Dans ce modèle, les réglementations environnementales jouent plutôt un rôle de contrainte qui n'est pas forcément profitable, qui n'est pas du tout profitable à l'activité économique, voire la limite. Et les controverses socio-techniques jouent également, sont plutôt interprétées comme étant une conséquence d'une mauvaise compréhension de la science, où l'action du scientifique devrait être d'explication, plus d'explications pour que les gens comprennent en fait les aspects techniques et donc qu'ils acceptent l'innovation. Alors, on a d'autres exemples de ce modèle de la triple hélice, c'est les centres, en France surtout, c'est les instituts Carnot, les pôles de compétitivité, toutes ces activités financées en partie par l'État où les industriels et les chercheurs sont rapprochés. Les instituts Carnot, et puis bon, on a l'exemple des thèses CIFRE aussi. Alors, on peut penser que le modèle, pour intégrer les aspects toxicité et risques chimiques dans l'activité de recherche des chimistes, un deuxième modèle pourrait être plus pertinent, un modèle où les risques donc, sont considérés dès le départ, non seulement en aval, par une réglementation contraignante qui arrive quelque part trop tard, parce que les investissements sont déjà faits du côté industriel et du côté recherche, donc ça arrive en bout de chaîne où empêcher la mise sur le marché du résultat d'un investissement massif, c'est assez difficile. Les politiques environnementales dans ce deuxième modèle auraient plutôt un rôle de force motrice, comme c'est par exemple le cas de REACH, qui se propose de stimuler l'innovation verte en Europe, et non plus une contrainte qui empêche le marché et les industriels de réaliser leur activité. La société civile serait plutôt un partenaire de la recherche, dans la recherche et l'innovation, ce que David évoquait tout à l'heure. Et pareil, il y aura peut-être plus d'équilibre entre d'abord la recherche fondamentale et la recherche appliquée, mais aussi entre les collaborations avec l'industrie et une recherche indépendante, surtout sur les aspects environnementaux. Là où le potentiel de conflit d'intérêts est très important lorsque la communauté académique et la communauté industrielle sont encouragées à collaborer. Alors que, bien sûr, sur tout ce qui est développement commercial des résultats de la recherche, la collaboration est tout à fait compréhensible et justifiée. À nouveau, je ferai référence aux chiffres donnés par David. Cet équilibre signifierait aussi un investissement plus important dans la recherche des conséquences environnementales des innovations. Pour m'approcher de la conclusion, il me reste une minute. Le troisième niveau est celui de fonctionnement du système économique et social. Alors, bien sûr, pour qu'un produit issu de la chimie verte puisse entrer sur le marché, il doit être compétitif. Ce n'est pas toujours le cas lorsque des substituts moins toxiques, des substances qui sont déjà sur le marché sont identifiées, puisque bien sûr les substances qui sont déjà sur le marché sont déjà produites dans des grandes quantités, les prix donc sont plutôt bas, alors que les substituts sont souvent produits dans des petites quantités. Il est donc important d'envisager des modalités d'encourager les marchés. Il y a plein d'outils qui sont possibles à
adopter ces produits. Un des outils, par exemple, proposé par le Danemark et mis en œuvre par le Danemark est la taxation. Pour les phtalates, le Danemark taxe les phtalates qui sont déjà sur le marché pour encourager leur remplacement avec des alternatives moins toxiques. Enfin, bien sûr, l'industrie chimique, c'est une industrie globale. Ce n'est pas facile d'être en concurrence avec des sites de production ou dans des pays où la réglementation est peut-être moins exigeante qu'en Europe. Aussi un facteur à très haut niveau, mais quand même aussi un facteur qui explique pourquoi il n'y a pas un investissement massif des industriels, surtout dans la chimie, qui est une industrie quand même dominée par des grands industriels avec des sites dans plusieurs pays sur ces aspects chimie moins toxiques. Et bien sûr, il y a un lien très fort entre les secteurs industriels aujourd'hui et le système financier. Et le système financier n'est pas du tout favorable à la pensée sur le long terme, voire le contraire. Pour conclure, j'aimerais insister sur 3 idées. D'abord, pour comprendre ce paradoxe que j'évoquais au début de ma présentation et pour promouvoir la prise en compte de la toxicité dans la recherche, innovation et chimie verte, une nouvelle politique de la recherche et de l'innovation est nécessaire qui passe peut-être d'un modèle de la triple hélice à un modèle plutôt tétraédrique que j'évoquais. Des nouvelles politiques de recherche et développement qui rapprochent, même au niveau régional ou local, des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble seraient nécessaires. J'ai été très heureuse ce matin d'entendre qu'une initiative similaire à celle de Thury aux États-Unis serait envisageable en région Rhône-Alpes. Et enfin, il est important que, plus d'un point de vue conceptuel, de traiter cette question de la chimie verte, non pas uniquement au niveau de la recherche, ou non pas uniquement au niveau industriel, mais au niveau des 3 niveaux qui sont liés les uns aux autres. Merci.